D'abord, je suis citoyen, je suis pas né paysan, je suis pas corporatiste, je suis pas... C'est un truc très important dans la démarche. C'est-à-dire que j'aurais pu faire un tout autre métier, peut-être aussi riche que paysan. Sinon, je suis dans le Bessin, donc je crois qu'on est dans le Bessin aussi, Louvière, donc c'est près de Vierzon-sur-Mer, on m'a dit, je parle du département. Alors, tout le monde parlait de surface, alors nous c'est 40 hectares. 40 hectares dans notre coin, c'est devenu petit, en élevage, laitier. C'est 100, 200, 300, 400, 500, 600. C'est devenu en quelques années une folie complète et ça continue. Pour ça, les perspectives agricoles, on pourrait les évoquer. Bon. Sinon, depuis le début, on est passé, ça c'est la 93, on est passé en bio aussitôt, donc ça fait maintenant 20 ans qu'on est dans un système d'agriculture biologique qui m'a posé question, en fait, malgré tout, parce que faire des pratiques, on peut faire les mêmes pratiques sans être labellisé bio. Et quand on est passé labellisé bio, aussitôt les portes se sont fermées au niveau des paysans, enfin, pardon, des agriculteurs autour. C'est vraiment quelque chose, il y a 20 ans, je parle. Maintenant, on n'a peut-être plus la même notion. Dans l'élevage laitier, je pense que c'est encore différent du maraîchage. Mais vraiment, on a une fermeture par rapport à l'entourage qui, avant, on évoluait dans nos pratiques, si on peut dire. Ça, c'était compréhensible, qu'on soit labellisé bio, bon, ça c'est étiqueté, écolo, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Donc, en tout cas, nous, on est passé en bio à ce moment, en 93. On a toujours fait un système... on a toujours voulu avoir du monde sur la ferme. Donc on est deux, on est un couple sur la ferme, mais sinon on a toujours fait de l'accueil, on a fait des tables paysannes, donc c'était le système accueil paysan, donc les gens venaient manger, on mangeait avec eux, ça permettait d'expliquer nos pratiques et de partager, malheureusement qu'avec des convaincus. C'est bien, bon, au bout d'un moment c'est un peu hasard, on n'a pas de contradiction, voilà. Donc les gens sont heureux, on était heureux. Mais financièrement, d'ailleurs, ça ne rapportait pas beaucoup. Voilà. C'est-à-dire que l'accueil paysan, c'est bien, c'est des prix attirants. Donc on s'apercevait, et je ne porte pas de critique, on avait quasiment que des gens relativement aisés, qui avaient des moyens. Donc nous, on faisait des prix faibles, pour avoir des gens qui avaient largement les moyens de vivre. Moi, je n'appelle pas ça non plus l'agriculture durable ou quelque chose, c'est-à-dire que nous, on n'en vivait pas bien, donc je ne vois pas l'intérêt. Ce n'est pas un système qui était... durable. Donc après, on sait bien faire des animations à la ferme, des concerts avec des marchés fermiers, avec des producteurs locaux, pas forcément que bio, parce qu'à 20 ans, c'était pas encore aussi répandu. Donc on faisait des animations, des concerts, des pièces de théâtre, où ça marchait très très bien, mais ça nous a un peu épuisés quand on a eu des enfants, quand on a eu... on n'a pas réussi à créer un collectif autour de nous pour prendre ça en main. Donc au bout de 6 ou 7 ans, on a stoppé ça. On a fait du maraîchage, un petit peu, pendant 3 ans, 2-3 ans. Alors nous, on est dans des terres hyper argileuses, c'est-à-dire que le Bessin, c'est riche, c'est beau, mais il se trouve qu'on a des zones quand même hyper difficiles. Et nous, on est vraiment dans l'argile noire, la marne, et une nappe d'eau en dessous. Ce qui est très intéressant, et tout, mais pour la production de légumes, c'est un peu galère. Donc on avait par contre des super légumes, très typés, vraiment un terroir très bien. Donc on a vendu un peu en marché, on a vendu à des producteurs bio qui manquaient de légumes, qui nous achetaient pas très cher, qui les vendaient très cher. J'ai rien à cacher dans les trucs. Et achat-revente, il y en a qui le font et qui s'enrichissent plus que celui qui produit. C'est aussi une problématique. Voilà. Et en fait, après, on voulait toujours faire un autre système d'accueil. Et on s'est tourné, on a eu une proposition qui venait de Hollande, à Lyon-Près, je ne sais pas si ça paraît quelques-uns. En fait, c'est des grosses tentes aménagées qui font 45 mètres carrés avec un plancher, poêle à bois, 6 places pour le couchage. Voilà. Donc c'est un système qui est un peu intégré parce qu'on dépend d'une centrale de réservation voilà, qui est en Hollande. Mais là, on a retrouvé notre compte, c'est qu'on est tombé sur une population citadine. Alors c'était un truc très à la mode, on a eu tous les articles fil à rouge, parce que c'était cosy, c'était route, c'est les mots qu'on voilà. Bref, donc c'était un peu le truc à faire à la mode du moment, donc on a eu beaucoup de gens, je dirais inintéressants sur le plan politique qui étaient présents, mais en tout cas qui ont amené des discussions assez intéressantes, assez percutantes. On
on le fait toujours, et c'est vrai que c'est un enrichissement, c'est des difficultés par contre à faire passer des fois des choses, mais je peux dire que là c'est vraiment hyper constructif, et des fois c'est tendu, mais donc les gens sont vraiment impliqués dans la ferme, ils participent, ils peuvent venir à la traite, ils peuvent participer, on a encore un grand jardin, ils participent au jardin, on a un petit magasin où il y a des produits de la ferme, donc c'est vraiment quelque chose qui est impliqué dedans. Et on s'aperçoit que les adultes, on a plus de mal à les faire changer, mais c'est quand même une majorité de couples avec jeunes enfants. Et c'est surtout au niveau des enfants qu'on s'aperçoit que là, c'est hyper intéressant. On en voit des blindés arriver à l'âge 14-15 ans, un peu au-dessus, on va dire, un peu fermé. Et quand ils repartent, ils chialent un peu, quoi. Et pourtant, on n'a pas fait grand-chose, simplement, on a fait découvrir, je ne dis pas la vraie vie, enfin, pas non plus. Mais il y a quelque chose vraiment qui est très bien passé. Alors ça, c'est pas la production en tant que telle. Alors c'est un système d'accueil qui est relativement rémunérateur. Je le disais tout à l'heure, accueil paysan, nous, c'était gentil, hein, voilà. Une belle philosophie, une belle approche, mais il faut en vivre aussi. Accueil paysan, un lieu près, il n'y a peut-être pas une belle philosophie, mais ça rapporte bien. Et nous, on fait ce qu'on veut avec ça, donc on est relativement indépendant. Et sinon, donc c'est du lait bio. Petit volume, hein, 125 000 à 150 000 litres de lait, hein, donc c'est vraiment petit volume. Par contre, on a une autonomie quasi 98% sur la ferme. Et c'est en ce sens-là que je me revendique paysan, c'est qu'on est vraiment sur un terroir, sur une façon de produire localement, sur rien ne vient de l'extérieur. Le maraîchage, c'est un peu la même chose d'ailleurs, hein, mais là c'est vraiment en totalité, et c'est un produit qui est vraiment typé. Le lait, on n'a pas le même goût chez le voisin. Le laitier qui vient couper le lait dans le tank, dans la citerne, on le dit toujours, quand on va chez des conventionnels, on ouvre tout le tank, on a toujours la même odeur d'acidité dans le lait. On va chez des bio, il y a un parfum, il y a une odeur différente sur chaque ferme. Nous, on n'avait jamais même pensé ça. Hein. C'est pas nous qui l'avons incité, c'est vraiment le laitier. Et après, les consommateurs nous le disent aussi, ceux à qui on vend notre lait sur la ferme disent que vraiment, ils n'ont jamais vu un lait. Oui, c'est aussi citadin, mais c'est un peu plus difficile, mais ils n'ont jamais vu un lait aussi goûtu, qui a des parfums, qui a des odeurs. Voilà, c'est pas un truc insipide. Et même nous, on a eu le cas d'enfants qui étaient allergiques au lactose, hein, qui étaient région parisienne. Nous, on a pas mal de résidences secondaires. À Louvière, c'est 1,5 km de la mer. La moitié, alors c'est une petite commune, 70 habitants, mais beaucoup de résidences secondaires. Et donc, quand les petits-enfants venaient en vacances chez nous, leurs grands-parents achetaient le lait à la ferme et ils buvaient, ils n'avaient jamais de problème. Jamais. Alors, j'ai dit que je ne veux pas non plus dire scientifique, je veux pas. Bon. Mais il se trouve quand même que voilà, l'alimentation, la façon dont on travaille a un impact important aussi sur la santé humaine. Et sinon, donc, là, on est en train de passer depuis 7 ou 8 ans en race jersiaise, parce qu'on trouve vraiment aussi là qu'on a un lait qui est totalement différent dans sa conception, dans ses protéines, dans sa digestibilité. Voilà. C'est vraiment un lait très intéressant. Un lait qui est riche en matière grasse, une bonne matière grasse, qui est très digeste, contrairement à la Holstein qui est à zéro, enfin pas zéro, très peu de matière grasse, mais qui crée des problèmes digestifs. Et une protéine aussi qui est de très bonne qualité, qui est la transformation fromagère. On peut dire, il n'y a pas photo, il y a des rendements. Et dans nos systèmes non intensifs, où elles ne sont pas boostées, les jardielles sont autant de lait qu'une vache Holstein classique. Et en plus, elles sont belles, elles sont bien. C'est caractériel. Et ensuite, sur la ferme, on fait. Alors, il y a la ferme. On a fait le choix de rester une petite structure pour aussi avoir le temps de faire la totalité. C'est-à-dire qu'on a notre jardin, on a nos volailles, on a nos céréales, on est en autonomie quasiment alimentaire, enfin, presque 100% sur... Alors ça, c'est pas l'agriculture, mais c'est notre vision, c'est une globalité. Alors en même temps, on peut appeler ça l'autarcie, fermeture, pourquoi pas, mais j'ai pas l'impression d'être trop fermé. Mais après, on sait ce qu'on mange, on sait comment on le fait, on tue nos animaux, hein, la L214. Voilà, on sait qu'on va jusqu'au bout de notre schéma. Et après, comme le disait voilà, je suis aussi dans un syndicat qui est la Coopération paysanne, la Solidarité Paysanne, donc une structure qui vient en aide aux agriculteurs en difficulté, à tous les agriculteurs en difficulté.
quel que soit leur système, leur position syndicale, et voilà. Et ma compagne et mère, on fait aussi partie d'une... On est en train de créer un magasin collectif, on est à la monnaie locale, ça veut dire un peu dans les mouvements. Voilà. Donc, mais par rapport à... Je peux vous intervenir tout à l'heure, par rapport au maraîchage, je trouve ça génial, ce truc de maraîchage. Moi, j'appelle ça quand même un peu un tube d'homme, hein. C'est physique après, ça et aussi bien faire une rémunération, généralement, le producteur par rapport au travail que ça demande. Et c'est vraiment quelque chose... ouais, c'est costaud. Le genre on a fait. Hein. Après, il y a aussi le plaisir et le problème. On a eu énormément de maraîchers en difficulté. Le problème, c'est que ça a été une mode un peu comme les chèvres en 60 où tout le monde, on a dit que c'était facile, que n'importe qui pouvait faire le maraîchage. C'est vrai qu'en tant que tel, c'est pas non plus si compliqué, mais quand on en veut en vivre et vraiment songer, des investissements qu'on disait minimes, mais souvent à chaque terrain, 50 000 euros, 60 000 euros, quand on n'a aucune technicité, qu'on ne sait pas comment s'y prendre, c'est quand même très très vite ce galère. C'est vrai que des fois les effets de mode, on va dire, de consommation aussi impliquent aussi des effets de mode dans la production et des gens qui n'en vivent pas. Il faut toujours penser, je suis vraiment favorable au système-là, mais souvent il faut vraiment avoir vraiment la logique jusqu'au bout. Si on veut qu'il y ait des jeunes attaques, il faut savoir aussi soit acheter à un prix plus élevé qu'il est actuellement, ou aussi, alors les AMAP avaient justement leur intérêt quand même par rapport à ça, c'est qu'ils pouvaient garantir un fixe à un moment au maraîcher, mais le nombre qui ne vivent pas ou qui ne vivent pas bien, il y a le financier, il y a la vivabilité où ils sont complètement détruits physiquement, hein, et c'est vraiment des choses, et il y en a quand même un bon paquet, il faut pas voir le maraîchage non plus comme un truc tout rose. Mais sinon, je n'avais pas fini pour mon cas, si on peut dire. On a quand même un gros péché, c'est que notre production laitière est vendue à la coopérative d'Isigny, alors c'est une entreprise locale, voilà, avec une tour de séchage financée par la Chine, et donc du lait bio qui part en poudre de lait infantile en Chine. Donc là, voilà, j'en dis pas plus. On a beau être en bio aussi, des fois. Des choses, et en plus dans une entreprise qui n'a aucune compréhension de ce que c'est l'agriculture biologique, parce qu'ils réfléchissent à faire une filière agriculture bio sans OGM. On s'est demandé si vraiment il en avait ou pas. C'est le directeur. Hein. Jusque-là, il n'y avait pas de bio. Voilà, on a ça, donc une direction qui n'a aucune... qui a été contraint de faire de la bio, déjà je vais parler des producteurs ou productrices, et qui a été contraint de faire de la bio par la grande distribution. Pour rentrer dans la grande distribution, il leur faut un minimum de bio. Et finalement, la grande distribution a fait qu'ils ont développé le bio. Mais sinon, aucune approche environnementale, sociale. Derrière, c'est le néant complet. Et ça, c'est quand même assez... un peu dur à vivre. Voilà. On s'était dit une COP, on va quand même 5 jours dedans, je vous dis, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen, c'est bordé. Et tout à l'heure, on parlait de robots de traite. Isigny, qui est une AOP, ou AOC, je ne sais même plus, enfin c'est du bidon. Je crois qu'il y a 15 administrateurs, il n'y en a que 3 qui n'ont pas de robot de traite. Il n'y en a plus que 3 qui n'ont pas de robot de traite. Un robot de traite en soi, c'est pour l'oral, la mécanisation, c'est pas pour l'oral, mais qu'est-ce qu'induit le robot de traite? Vache alimentée quasiment 100%, voilà. Stabulation, maïs, soja, enfin voilà. Et d'autant plus une intensification encore plus rapide. Alors quand on a une entreprise qui fait soi-disant des produits de qualité locaux, c'est un peu inquiétant. C'est la même chose dans la viande, on nous dit en France on ne cultive pas de gènes. Il y a un moment on n'en cultive pas, non. Et dans le lait on en voit, voilà. Et ça, il n'y a pas d'étiquetage, il n'y a rien pour signifier ça, c'est vraiment une tromperie abominable. Ils ont toujours la photo de la petite dame sur l'âne avec les 2 canalés et le pommier derrière. Et, voilà, alors ils sont contents de faire visiter des fermes bio. L'image est très intéressante. Les Chinois viennent visiter des fermes bio, les Chinois sont bien plus intéressants que les coopérateurs d'Isigny. Par contre, bon, après, s'ils viennent copier chez nous, moi, ça m'est égal.
s'ils peuvent le faire chez eux, ils vont éviter d'avoir 40 000 vaches chez eux, ça ne me choque absolument pas. Au contraire, finalement, si on peut apporter une connaissance, là on n'est pas en mondialisation, mais voilà. Après, on peut dire pourquoi vouloir consommer que du lait maintenant, beaucoup de lait en Chine, c'est une question. En tout cas, on est sur une ferme aussi qui est toujours un peu en évolution. Là, on réfléchit justement à la transfo. Alors, le problème, je dirais, céréales, on peut les vendre en direct. Le maraîchage, on vend en direct, on ne transforme pas. La production laitière, hormis les crues, après, c'est que la transfo. Et ça, c'est encore un autre, parfois c'est un autre métier, si on veut dire, c'est énormément de boulot, énormément de risques sanitaires, hormis les normes. Hein. Et donc du produit qui ne se conserve pas, ou alors il faut aller dans les pâtes cuites, dans la tome, choses comme ça, mais sinon ça reste quand même très complexe à gérer et donc ça demande énormément de main-d'œuvre. Et donc généralement ce qu'on s'aperçoit dans les fermes qui le font, moi j'ai plein de copains qui le font, ils embauchent une personne de plus ou un associé de plus, finalement la transfo va venir l'associé. C'est-à-dire qu'il ne dégage rien de plus, enfin, c'est bien, hein, ça fait 8 personnes. Mais en fait, ça n'amène pas une plus-value sur les personnes déjà existantes. Et une contrainte de travail qui est énorme. Bon, ça, c'est vraiment énorme. Ça, c'est le maraîchage, on peut dire, on a des libertés, la vache et la traite. Je ne cherche pas à minimiser chaque. Voilà, mais c'est vraiment des contraintes spécifiques. Alors après, il y a les foutues normes européennes. Mais là, moi, je n'ai rien contre l'Europe, parce que l'Europe, elle a dit qu'elle voulait une. C'est le résultat qui compte. L'Europe, elle n'a jamais dit qu'elle voulait des moyens, elle veut un résultat. Telle qualité sanitaire, voilà. Et c'est la France qui décline ça sous, c'est la DSB, c'est le service vétérinaire, ils disent pour arriver à avoir un produit de qualité, il faut. Et en fait, on arrive dans des trucs de transformation qui sont mis dans un laboratoire un peu pharmaceutique, je ne sais pas si on mentionne. Voilà, un carrelage, machin, qui n'ont aucune notion et qui ne permettent même plus d'exprimer les qualités d'un lait fermier. Et ça, moi je le dis, c'est pas l'Europe, c'est la France. C'est franchement favorable à tout ce que fait l'Europe, mais même nos politiques ont une bonne façon de tout remettre sur le dos de l'Europe, alors que l'Europe, ils auraient un petit peu plus de courage. Je pense que l'Europe serait pas saquée, c'est même nos politiques locaux français qui font la politique européenne telle qu'elle est. Donc, voilà, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Alors après, voilà, je sais pas,